Diez chapitre 1, les ombres d'Avignon. Les rues pavées d'Avignon s'éveillaient sous un ciel gris perle, leurs pierres anciennes luisant doucement sous la bruine matinale. Jean Dubois, un homme de 50 ans aux épaules voûtées, traversait ces artères historiques d'un pas mécanique, son regard perdu dans le vide. Depuis le départ inattendu de Margot, sa femme bien-aimée, il y a 6 mois, chaque jour se ressemblait, une succession monotone de gestes sans âme. Son appartement, situé dans un immeuble ancien près du Palais des Papes, était devenu un sanctuaire de solitude. Les photos de Margot restaient accrochées au mur, témoins silencieux d'un bonheur révolu. Chaque matin, Jean suivait le même rituel immuable, un café amer avalé devant la fenêtre, observant les touristes qui déambulaient déjà dans les ruelles, leur enthousiasme contrastant cruellement avec son vide intérieur. Le trajet quotidien en bus vers son travail à la bibliothèque municipale était devenu une sorte de purgatoire mobile. Jean s'asseyait toujours à la même place, près de la fenêtre, évitant soigneusement le regard des autres passagers. Il préférait se perdre dans la contemplation du paysage urbain qui défilait, ses pensées tournant en boucle comme un vieux disque rayé. Ce matin-là, pourtant, quelque chose brisa la routine. Alors que le bus empruntait la route périphérique, Jean aperçut une silhouette féline sur le bas-côté. Un chat au pelage gris, assis immobile comme une statue vivante, le regard fixé vers l'horizon. Dans d'autres circonstances, il n'y aurait probablement pas prêté attention, mais il y avait quelque chose dans la posture de l'animal qui le troubla profondément. Les jours suivants, Jean remarqua que le chat était toujours là, au même endroit, quelle que soit l'heure ou la météo. Il semblait attendre quelque chose ou quelqu'un, avec une patience qui défiait le temps. Cette présence énigmatique commença à occuper ses pensées, réveillant en lui une curiosité qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Un matin, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, Jean décida de descendre du bus quelques arrêts plus tôt. Ses collègues pouvaient bien attendre, pour la première fois depuis des mois, quelque chose l'intriguait suffisamment pour le faire dévier de sa routine. S'approchant lentement de l'endroit où se tenait le chat, il remarqua que l'animal, bien que méfiant, ne s'enfuit pas immédiatement. Le félin le regardait avec des yeux d'une couleur ambre profond, empreint d'une mélancolie qui semblait faire écho à la sienne. Jean resta là plusieurs minutes, immobile, établissant un dialogue silencieux avec cette créature qui, comme lui, semblait porter le poids d'une perte indicible. Dans ce moment de connexion inattendue, il sentit quelque chose remuer en lui, une émotion qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Cette rencontre marqua le début d'un changement subtil dans la vie de Jean. Le soir, en rentrant chez lui, il se surprit à penser au chat, à imaginer son histoire. Pour la première fois depuis le départ de Margot, ses pensées n'étaient plus uniquement tournées vers le passé. Une petite graine de curiosité avait été plantée, et avec elle, peut-être, l'espoir d'un nouveau début. Diez chapitre 2, une routine brisée. Les jours suivants, Jean commença à modifier ses habitudes. Au lieu de prendre le bus, il décida de marcher jusqu'à la bibliothèque, un trajet d'une quarantaine de minutes qui le menait invariablement devant le mystérieux félin. Dans sa sacoche, il glissait désormais quelques morceaux de pain et un peu de thon, offrande quotidienne pour son nouvel ami silencieux. Le chat, qu'il avait commencé à appeler « le gardien » dans ses pensées, maintenait toujours une distance prudente, mais Jean remarquait des changements subtils dans son comportement. L'animal ne se cachait plus à son approche, acceptant sa présence comme une partie intégrante du paysage matinal. Parfois, leurs regards se croisaient, et Jean avait l'étrange sensation que le félin comprenait sa solitude. Un matin particulièrement brumeux, alors qu'il déposait sa nourriture habituelle, Jean aperçut quelque chose qui brillait faiblement dans les herbes hautes. En s'approchant, il découvrit une vieille choléra rouillée à moitié enfouie dans la terre. Ses doigts tremblants dégagèrent l'objet, révélant une inscription à peine lisible, Lucille. La date gravée était presque effacée, mais Jean distingua les chiffres 20 suivis de traces indéchiffrables. Cette découverte éveilla en lui un sentiment troublant. Le chat n'était donc pas un simple vagabond, il avait appartenu à quelqu'un, avait eu une maison, une histoire. Jean se surprit à imaginer qui était Lucille, et pourquoi son chat se trouvait maintenant seul sur le bord de cette route. Ces questions commencèrent à occuper ses pensées, remplaçant peu à peu les souvenirs obsédants de Margot. À la bibliothèque, pendant ses pauses, Jean se mit à consulter les archives locales. Il cherchait des articles, des rapports, n'importe quoi qui pourrait l'éclairer sur l'histoire du chat. Ses collègues, habitués à le voir isolé et silencieux, remarquèrent ce changement dans son comportement. Certains l'observaient avec curiosité lorsqu'il parcourait frénétiquement les vieux journaux, mais personne n'osait l'interroger. Un après-midi,
Alors qu'il rentrait de son travail, Jean décida de s'arrêter dans un petit café près de l'endroit où se tenait le gardien. Le propriétaire, un homme âgé nommé Marcel, l'accueillit avec un sourire bienveillant. Après quelques minutes de conversation banale, Jean se risqua à poser des questions sur le chat. Le visage de Marcel s'assombrit légèrement, et il commença à parler d'une voix basse, comme s'il partageait un secret. « Ce chat, il est là depuis presque 1 an maintenant, » murmura Marcel, essuyant distraitement une tasse. « Les gens du quartier disent qu'il attend quelque chose. Ou quelqu'un. » Il marqua une pause, jetant un regard par la fenêtre. « Il y a eu un événement sur cette route, vous savez. Un soir de grande pluie. Depuis, le chat ne quitte plus cet endroit, sauf le samedi. C'est étrange, n'est-ce pas ?» Ces paroles énigmatiques ne firent qu'attiser la curiosité de Jean. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant, porté par le désir de comprendre. Le mystère du chat était devenu comme un fil ténu le reliant au monde des vivants, l'arrachant peu à peu à sa léthargie. Cette quête lui donnait un but, une raison de se lever chaque matin autre que la simple force de l'habitude. Dièse chapitre 3, les secrets du passé. La conversation avec Marcel avait ouvert une nouvelle porte dans l'esprit de Jean. Les samedis, avait dit le vieux cafetier, le chat disparaissait. Cette information le perturbait, comme une pièce manquante dans un puzzle plus vaste. Un samedi matin, bravant sa routine habituelle, Jean décida de suivre discrètement le félin. L'aube se levait à peine sur Avignon quand il arriva à l'endroit habituel. Le gardien était là, mais quelque chose était différent dans son comportement. L'animal semblait plus agité, ses yeux d'ambre balayant l'horizon avec une intensité particulière. Puis, sans prévenir, il se mit en mouvement, s'éloignant de son poste d'observation. Jean le suivit à distance respectable, son cœur battant d'une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le chat les conduisit à travers des ruelles étroites, jusqu'à un vieux quartier résidentiel. Là, devant une maison abandonnée aux volets clos, le félin s'arrêta. La bâtisse, autrefois élégante, portait les stigmates du temps et de l'abandon. Avec une agilité surprenante, le chat se faufila par une fenêtre brisée. Jean hésita un instant, puis, poussé par une curiosité irrésistible, contourna la maison à la recherche d'une entrée. Une porte de service, à moitié délabrée, céda sous sa pression. L'intérieur était plongé dans une pénombre poussiéreuse, où flottaient des fragments de vie abandonnés. Dans ce qui avait dû être un salon, Jean découvrit des meubles recouverts de draps blancs, des cadres photos au mur, certains de travers, d'autres tombés au sol. Son regard fut attiré par une photographie encore accrochée. Elle montrait une femme souriante, d'une 40aine d'années, tenant dans ses bras un chat gris identique au gardien. Au bas du cadre, une inscription, Lucille et Grigri, été 2022. Le chat réapparut soudain, portant quelque chose dans sa gueule. C'était un ruban défraîchi, probablement un ancien jouet. L'animal s'installa dans un fauteuil couvert de poussière, manipulant délicatement son trésor entre ses pattes. Jean comprit alors, cette maison avait été son foyer, et chaque samedi, il revenait ici, gardien fidèle des souvenirs. En explorant davantage la maison, Jean tomba sur une petite boîte à bijoux dans la chambre principale. À l'intérieur, il trouva un journal intime. Les dernières entrées dataient de l'année précédente. L'écriture fine et penchée de Lucille racontait une vie simple mais heureuse, jusqu'à cette dernière note: « Je dois partir pour quelques jours, mon petit Grigri. Je reviendrai vite, je te le promets. » Cette promesse non tenue résonna étrangement en Jean. Lui aussi avait fait une promesse à Margot, le matin de son départ, celle de l'accompagner à son rendez-vous médical l'après-midi même. Mais une réunion importante à la bibliothèque l'avait retenu, et Margot avait insisté pour y aller seule. Elle n'était jamais revenue de cet après-midi-là. Le parallèle entre son histoire et celle du chat le frappa comme un coup au cœur. Tous deux attendaient un retour impossible, prisonniers d'une promesse brisée par le destin. Les yeux embués, Jean s'assit dans le vieux fauteuil poussiéreux. Le gardien, contre toute attente, s'approcha de lui et, pour la première fois, se frotta contre ses jambes, comme s'il reconnaissait en lui un compagnon d'infortune. Dièse chapitre 4, les échos du cœur. Les jours qui suivirent cette découverte dans la maison abandonnée prirent une nouvelle dimension pour Jean. Le journal intime de Lucille était devenu son compagnon nocturne, chaque page révélant un peu plus l'histoire de cette femme mystérieuse et de son chat. Il apprit qu'elle était professeure de musique, qu'elle vivait seule depuis son divorce, et que Grigri était arrivé dans sa vie comme un cadeau du ciel, un soir de pluie. Un passage en particulier le touchait profondément: « La solitude n'existe plus depuis que Grigri partage ma vie.
Ses yeux semblent lire dans mon âme, comprendre mes silences. Parfois, je me demande qui de nous deux a sauvé l'autre. » Ces mots résonnaient étrangement avec sa propre situation. N'était-ce pas ce même regard compréhensif qu'il trouvait maintenant dans les yeux du chat? À la bibliothèque, Jean commença à ranger systématiquement les vieux journaux locaux, cherchant la moindre information sur Lucille. Ses collègues remarquèrent ce changement en lui. Amélie, une jeune bibliothécaire qui travaillait à ses côtés depuis des années, osa enfin lui adresser plus que les habituelles salutations polies. « Je vous vois différent ces derniers temps, monsieur Dubois, dit-elle un matin, en l'aidant à classer des documents. Vous semblez plus présent. » Jean fut surpris de constater qu'il ne ressentait pas le besoin habituel de se replier sur lui-même. Il lui raconta alors l'histoire du chat, de la maison, du journal. Amélie l'écouta attentivement, puis disparut dans les archives pour revenir avec un dossier de coupure de presse. « Je me souviens avoir lu quelque chose. » murmura-t-elle en feuilletant les pages jaunies. « Ah, voilà. Il y a un an, une professeure de musique a dû quitter précipitamment la ville pour s'occuper de sa mère malade à Lyon. Elle donnait des cours dans le conservatoire du quartier Saint-Roch. » Cette information fit naître un espoir inattendu chez Jean. Si Lucille était partie pour Lyon, peut-être existait-il un moyen de la retrouver? Le soir même, il retourna à la maison abandonnée. Le gardien l'Y attendait, comme s'il avait senti que quelque chose d'important était sur le point de se produire. En fouillant plus attentivement la maison, Jean découvrit d'autres indices, des factures, des lettres, des photos. Chaque document ajoutait une pièce au puzzle de la vie de Lucille. Dans un tiroir, il trouva une partition annotée de sa main, « Pour mes élèves du mercredi, la valse des souvenirs ». La mélodie lui rappela soudain que Margot aussi aimait la musique classique. Elle jouait du piano, remplissant leur appartement de notes qui semblaient danser dans l'air. Cette connexion inattendue entre Margot et Lucille le bouleversa. Pour la première fois depuis des mois, les souvenirs de sa femme ne lui apportaient pas que de la douleur. Il se rappela les moments de joie, les rires, la musique. Le gardien, assis à ses pieds, le regardait avec une intensité particulière, comme s'il comprenait la transformation qui s'opérait en lui. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres de son appartement, Jean réalisa que sa quête pour aider le chat était devenue bien plus qu'une simple distraction. C'était une chance de rédemption, une façon de donner un sens à sa perte. Il ne pouvait pas ramener Margot, mais peut-être pouvait-il faire quelque chose pour réunir Lucille et son chat. Dièse chapitre 5, la valse des souvenirs. Les recherches de Jean le menèrent au conservatoire de musique où Lucille enseignait. Le bâtiment, une ancienne demeure bourgeoise aux moulures délicates, résonnait des notes hésitantes des élèves. Dans le hall d'entrée, un tableau d'honneur présentait les photographies des professeurs. Celle de Lucille s'y trouvait encore, son sourire bienveillant figé dans le temps. La secrétaire du conservatoire, Madame Dumont, une femme d'un certain âge au chignon impeccable, se montra d'abord réticente à parler de Lucille. Mais quand Jean mentionna le chat, son visage s'adoucit. « Ah, le petit gris-gris, soupira-t-elle. Lucille l'adorait. Elle le ramenait parfois pendant ses cours du mercredi. Les enfants l'adoraient aussi. » Avec précaution, Jean expliqua sa situation, parlant du chat qui attendait toujours au bord de la route, de la maison abandonnée, du journal intime. Madame Dumont l'écouta attentivement, ses yeux s'embuant légèrement. « Lucille est partie si vite, murmura-t-elle. Sa mère avait eu un grave problème de santé à Lyon. Elle devait y aller immédiatement, mais elle comptait revenir. Elle avait même laissé la plupart de ses partitions. » La secrétaire hésita un moment, puis ouvrit un tiroir de son bureau. Elle en sortit une enveloppe jaunie. « Elle m'a envoyé une lettre, il y a quelques mois. Elle ne pouvait pas revenir tout de suite, sa mère avait besoin de soins constants. Elle s'inquiétait beaucoup pour Gris-Gris, mais elle pensait que les voisins s'en occuperaient. » Jean prit l'enveloppe d'une main tremblante. L'adresse à Lyon était clairement visible. C'était la première piste concrète qu'il avait. Madame Dumont ajouta doucement, « Vous savez, Lucille parlait souvent de la musique comme d'un pont entre les âmes. Elle disait que certaines mélodies avaient le pouvoir de guérir les cœurs brisés. » Ces mots résonnèrent profondément en Jean. Il se souvint des matins où Margot jouait du piano, comment la musique semblait alors transformer leur appartement en un lieu enchanté. Pour la première fois depuis longtemps, ces souvenirs lui apportèrent plus de réconfort que de douleur. En sortant du conservatoire, Jean passa devant une salle de classe où un élève pratiquait maladroitement la valse des souvenirs, la même mélodie dont il avait trouvé la partition chez Lucille.
Les notes hésitantes le suivirent dans la rue, comme un message du passé. Ce soir-là, rentrant chez lui, Jean fit un détour par la route où le gardien montait sa garde éternelle. Le chat était là, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Il ne semblait plus attendre avec la même résignation qu'auparavant. Quand Jean s'approcha, le félin le regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il sentait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Assis sur le bord de la route, Jean sortit la lettre de sa poche. Le gardien s'approcha, reniflant l'enveloppe avec curiosité. Pour la première fois, il se laissa caresser, son ronronnement se mêlant au bruit lointain de la circulation. Dans ce moment de connexion, Jean comprit que leur voyage touchait à sa fin, mais qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Dièse chapitre 6, le temps des retrouvailles. Le printemps était arrivé à Avignon, apportant avec lui une douceur nouvelle dans l'air. Jean avait passé des semaines à rassembler son courage avant d'écrire à l'adresse trouvée sur l'enveloppe. Sa lettre à Lucile était simple, sincère, racontant l'histoire de ce chat fidèle qui n'avait jamais cessé d'attendre. Un matin, alors qu'il déposait sa nourriture habituelle près du gardien, son téléphone sonna. Une voix émue, légèrement tremblante, se présenta. « Bonjour, je suis Lucile. J'ai reçu votre lettre. » Jean s'assit sur le bord de la route, le cœur battant, pendant que Lucile lui expliquait tout. Sa mère allait mieux maintenant, mais les mois de soins intensifs l'avaient retenue à Lyon plus longtemps que prévu. Elle avait essayé de faire garder Grigri par des voisins, mais le chat s'était enfui, retournant invariablement à leur ancien domicile. « Je n'avais aucune idée qu'il m'attendait encore, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Je pensais qu'il avait trouvé une nouvelle famille. » 3 jours plus tard, une voiture s'arrêta près de l'endroit où le gardien montait sa garde quotidienne. Lucile en descendit, les yeux brillants de larmes. Le chat, qui somnolait au soleil, releva brusquement la tête. Il resta immobile un instant, comme figé par l'incrédulité, puis s'élança vers elle. Leurs retrouvailles furent un moment de pure émotion, leurs 2 cœurs enfin réunis après une si longue séparation. Jean observait la scène à distance, sentant une chaleur inhabituelle envahir sa poitrine. Lucile se tourna vers lui, Grigri dans les bras. « Comment puis-je vous remercier ?» demanda-t-elle. Jean secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-il doucement. « Votre chat m'a appris quelque chose d'important. Parfois, la vie nous réserve une deuxième chance, il suffit d'être patient. » Dans les semaines qui suivirent, Jean continua ses promenades matinales, même si le gardien n'était plus là. Lucile et lui étaient restés en contact, partageant parfois un café près du conservatoire où elle avait repris ses cours. Un jour, elle lui demanda pourquoi il s'était tant investi dans cette histoire. Jean lui parla alors de Margot, de la musique qui remplissait leur appartement, du silence qui avait suivi son départ. « Vous savez, » dit Lucile après un moment de réflexion, « je crois que nos rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Grigri vous a peut-être autant aidé que vous nous avez aidés. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « La musique me manque, ici. J'aimerais donner des cours particuliers, mais je n'ai plus de piano. » Jean regarda longuement le piano de Margot, qui trônait toujours dans son salon, muet depuis trop longtemps. Cette fois, quand les souvenirs affluèrent, ils n'apportèrent pas de douleur, juste une douce mélancolie teintée d'espoir. « J'en connais un qui aimerait retrouver sa voix, » dit-il simplement. Aujourd'hui, le piano résonne à nouveau dans l'appartement de Jean. 2 fois par semaine, les notes de « La valse des souvenirs » s'élèvent dans l'air, accompagnées du ronronnement satisfait de Grigri, confortablement installé sur le couvercle de l'instrument. La vie a repris ses droits, différente mais tout aussi précieuse, comme une mélodie qui continue de plus belle après un moment de silence. Fin de l'histoire, chers lecteurs, nous espérons que l'histoire de Jean et du gardien vous a touché. Pour découvrir d'autres récits émouvants qui explorent les chemins mystérieux de la guérison et de l'espoir, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a ému, et partagez dans les commentaires vos propres expériences de rencontres qui ont changé votre vie. Chaque semaine, nous vous apportons de nouvelles histoires qui célèbrent la résilience du cœur humain. À très bientôt pour de nouvelles aventures.